Bonjour à tous. À quelques heures d'une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire du Cameroun, le chef du gouvernement est engagé dans une mission à haut risque dans le chaudron de la crise anglophone. Selon la nouvelle expression, Joseph Dione Bouté a été accueilli à Bamenda par une bruyante manifestation des femmes meurtries dans leur chair par 3 ans de crise et de violences meurtrières. En réponse à cette exaspération liée à l'enlisement de la crise anglophone, le Premier ministre a indiqué que le chef de l'État, Paul Biya, est prêt à tout entendre et à dialoguer, mais pas de la sécession. Selon Cameroun Tribune, le Premier ministre a multiplié les échanges avec les autorités traditionnelles, les leaders religieux, les syndicats et opérateurs économiques dans le but de relancer le dialogue, mais également pour un retour définitif à la stabilité dans les régions anglophones, après de multiples échecs des premières missions gouvernementales dans le chaudron de la crise anglophone. Le messager s'interroge: que peut le Premier ministre lors de cette mission à haut risque dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Quelles sont les conditions idoines de sortie de crise après 3 ans d'escalade de violences meurtrières et la dégradation de la situation humanitaire? Pour le Sénat américain, qui a pris une résolution sur le Cameroun, le gouvernement camerounais doit engager un dialogue élargi, sans conditions préalables, et rechercher des solutions non violentes pour résoudre ces conflits et engager des réformes constitutionnelles. Au regard de cette nouvelle pression internationale, le président de la République, attaché à l'État unitaire décentralisé, peut-il accepter un changement du système de gouvernance publique en vigueur au Cameroun? Pour le moment, Paul Biya est hyperactif sur les réseaux sociaux. Surnommé le tweetologue dans les colonnes du journal Mutation, le président de la République multiplie les appels à la solidarité, au pardon mutuel, au patriotisme et à la construction d'une nation démocratique. Pour la nouvelle expression, ces messages conciliants du chef de l'État font rêver d'un Cameroun qui va bientôt sortir du pétrin dans lequel il est actuellement embourbé. Ces grandes théories et bonnes intentions du président internaute sont mises à rude épreuve dans la réalité, alors que Paul Biya demande aux Camerounais d'oublier le passé et de regarder vers l'avenir. Le quotidien Émergence doute que cela soit possible au regard de la situation politique désastreuse et économique du Cameroun. Les tweets du président de la République sont-ils suffisants pour consolider un vivre ensemble et une cohésion nationale fragilisée au fil des crises politiques au Cameroun? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constituent le fil conducteur de Droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts et hommes politiques de haut vol conviés sous ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour, Cédric Moufélé. Vous êtes ministre en charge de l'information du shadow cabinet du SDF. Vous êtes également maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Également présent sur ce plateau, Jacques Bimaille. Bonjour. Bonjour Cédric Moufélé et bonjour à tous les téléspectateurs, bien sûr aussi à mes co-panélistes. Vous êtes analyste politique, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir. Également présent ce dimanche sur ce plateau, Olivier Ekoka. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci pour l'invitation. Vous êtes cadre du mouvement Agir de Christian Penda Ekoka, un mouvement qui soutient jusqu'aujourd'hui le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Permettez-moi, pardon Cédric, d'expliquer un peu la mission du mouvement Agir, qui, n'est-ce pas, pour l'instant, a une mission très très importante, qui est, n'est-ce pas, d'aider, n'est-ce pas, au changement des mentalités, peser, agir sur le champ politique, afin qu'émerge un État, n'est-ce pas, réformé, dans lequel on pourra avoir droit à la justice. Et de ces idées politiques, nous en parlerons également dans cette émission. Et le quatrième panéliste, il est éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse
Edmond Kangia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à tous les copanélistes, mes amitiés à tous les téléspectateurs. Je reste avec vous Edmond pour évoquer ce premier sujet dans cette émission, la nouvelle expression qui a constaté que le Premier ministre a été accueilli à Bamenda par une manifestation bruyante, celle des femmes qui ont manifesté de façon pacifique là où le Premier ministre devait engager des consultations avec les forces vives de la région du Nord-Ouest. Pourquoi et vous mettre un aspect particulier sur cette présence, cette mobilisation des femmes à Bamenda? Nous mettons l'accent sur la mobilisation des femmes à Bamenda parce qu'il s'agit des faits. Des femmes, on les a vues mobilisées, accueillir avec leur message à elles, le Premier ministre. Vous savez que après les 100 premiers jours du Premier ministre à la tête du gouvernement, on se posait des questions dans la presse. Pourquoi n'est-il pas encore allé dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest? Nous avons désormais la réponse. On se rend compte également qu'il arrive à Bamenda avec un message du chef de l'État. Et ce message, il l'a adressé aux femmes qui l'ont accueilli lorsqu'il est arrivé à Bamenda. Ce message, il l'a adressé également aux autorités et à toutes les personnalités qu'il a pu rencontrer lors de son séjour à Bamenda. Et ce message, il nous parle très fort. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dans le discours du chef de l'État. Parce que voici ce que le Premier ministre, chef du gouvernement, a dit. Monsieur Paul Biya, le chef de l'État, a dit qu'il est prêt à discuter de tout, sauf de la sécession. Nous pensons qu'il y a une évolution, parce que dans le passé, il n'entendait même pas qu'on mette sur la table la forme de l'État. Or, la forme de l'État, c'est quelque chose qui est distinct de ce qu'il ne veut pas entendre parler. C'est une évolution qu'il faut apprécier à sa juste mesure. Après plusieurs échecs des missions gouvernementales, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté engagé dans une mission à haut risque. Avec vous, Jean-Robert Wafo, comment appréciez-vous ces premiers pas de Dione Ngouté sur les braises ardentes de la crise anglophone et ses premiers mots à l'endroit de ces familles qui souffrent depuis près de 3 ans à cause de cette crise anglophone? D'abord, nous constatons que il n'a pas mis long pour aller rencontrer les populations sur le terrain. C'est la première chose. La deuxième chose, nous constatons également qu'il était porteur d'un vœu présidentiel, comme M. Edmond Kangia l'a dit, totalement différent des discours des extrémistes de son régime qui écumaient les plateaux de télévision pour dire allez, on est là, le président de la République a gagné les élections. Alors qu'on gagne les élections, ça veut dire que on a choisi tout le programme, ça veut dire que la large majorité du peuple a choisi, n'est-ce pas, le programme présidentiel qui est qu'il n'y a pas de fédéralisme. Donc bon voilà, ça marque un tournant. Et Dione Ngouté, d'abord il est diplomate de formation, ça veut dire ce que ça veut dire. De deux, il montre par là qu'il bénéficie d'un peu plus de confiance, n'est-ce pas, du président de la République, contrairement à d'autres, et qu'il a une petite marge de manœuvre, parce que voilà, venir comme ça, dire aux populations, annoncer à l'entame que voilà, je suis porteur d'un vœu présidentiel qui est que nous sommes prêts, le régime est prêt à dialoguer sur tout, sur la gouvernance politique, sur la gouvernance économique, sauf sur la séparation. Je dis, c'est déjà un pas suffisamment important. Fallait-il attendre Alors, que Dione tel Ngouté... message, au moment où plusieurs autres membres du gouvernement ont toujours tenu une ligne dure face à ce mouvement séparatiste et ces contestations dans les régions anglophones, comment analysez-vous cette évolution dans la position du gouvernement qui est relayée là par le chef du gouvernement? Non, mais écoutez, le gouvernement de la République n'avait pas de choix. Vous avez bien vu les multiples alertes qui ont été données par différentes organisations, institutions internationales, ainsi que plusieurs hautes autorités internationales qui sont venues dans ce pays. J'ai encore en mémoire, n'est-ce pas, les résolutions du Parlement européen, j'ai en mémoire la visite de Thibault Nagui, j'ai en mémoire la visite de Michel Bachelet et tout dernièrement, n'est-ce pas, les résolutions du Sénat dont vous avez fait cas. C'est clair que... Donc pour vous, c'est la pression internationale qui pousse le gouvernement à avancer? C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Malheureusement,
nous avons un gouvernement qui a passé le temps à plus suivre ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. Parce que voyez-vous, depuis le déclenchement de cette crise en octobre 2016, le SDF n'a eu de cesse de dire qu'il fallait un dialogue politique national inclusif. Et que ça devait passer, n'est-ce pas, par un débat, n'est-ce pas, sur des sujets qui ne doivent pas fâcher les gens, sur des sujets tels que le fédéralisme, qu'on mette ça sur la table, qu'on essaie de voir de quoi il est question, de quoi ça retourne, que la gouvernance politique et économique, effectivement, également, soit mise sur la table. Ça n'a pas été fait, mais comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Le Premier ministre sur le théâtre de la crise anglophone, où il a multiplié les échanges avec les autorités traditionnelles, leaders religieux, leaders politiques. Et avec vous, Jacques Bimaï, vous venez de suivre Jean-Robert Wafo, qui estime que c'est sous pression que le gouvernement camerounais s'engage à organiser un dialogue sur tous les sujets, même ceux concernant la forme de l'État. Comment appréciez-vous l'évolution dans la prise de position du président de la République concernant le dialogue dans les régions anglophones? Écoutez, nous sommes tous les enfants de ce pays. C'est ce que je voudrais dire à mon compatriote, le ministre d'un cabinet de SDF. Je pense que tous les Camerounais doivent s'approprier le message du chef de l'État, à savoir aller vers le dialogue. C'est vrai, on ne peut pas bâtir l'avenir sans regarder le passé. Mais, en tant que politique, nous sommes tous là pour construire ce pays dans la paix. Nous sommes tous interpellés. Laissons maintenant la communauté internationale. Vous savez, c'est la musique. L'opposition camerounaise, l'heure est aujourd'hui de construire ce pays. Il y a la main tendue du chef de l'État. Il a envoyé un émissaire. Nous devons être aujourd'hui tous des émissaires du chef de l'État. Parce que ce pays a besoin de la paix et ce pays a besoin d'un dialogue inclusif. Jacques Bimaï, ce n'est pas la première fois que le président de la République envoie des émissaires dans ces régions du Cameroun. Certains, dans les années antérieures, sont revenus avec des rapports et d'aucuns s'attendaient à ce qu'il y ait déjà des mesures concrètes prises pour envoyer des signaux de bonne foi de la part du gouvernement voulant engager ce dialogue. Alors, comment comprendre que le Premier ministre revient à nouveau discuter avec les élites, les forces vives, la même démarche effectuée par Philémon Yan et le président de la commission du bilinguisme? Les Camerounais doivent comprendre ceci. Vous savez, nous sommes dans le cadre d'une guerre. Un pays a été attaqué. Vous savez, quand on engage la guerre de sécession, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Soyons patients, il faut du temps. Sachez que quand on prend des armes pour régler un problème, il y aura des casses. Vous savez, et quand on gouverne, on a besoin parfois du temps. Je sais bien qu'il y a beaucoup de morts, c'est regrettable. Mais je dis, au lieu de regarder le passé, regardons l'avenir avec sérénité. On ne peut pas regarder cet avenir en restant toujours, comme l'a dit le chef de l'État, à vivre dans le passé. Je dis l'heure est aujourd'hui que nous nous donnions la main et que nous essayons tous ensemble, je dis bien tous ensemble, toutes les filles et tous les fils de ce pays doivent se mettre autour d'une table pour définir ce que je dirais l'avènement d'une troisième république accompagnée par le chef de l'État qui a été élu au mois d'octobre dernier. Nous en parlerons dans cette émission, Olivier Ekoka, sur l'appel lancé par le RDPC qui s'aligne sur la position du président de la République, position évoquée sur le théâtre de la crise anglophone par le Premier ministre, le chef de l'État, prêt à tout entendre, à dialoguer, sauf de la sécession. Comment appréciez-vous la démarche à la fois du chef du gouvernement et l'attitude du président de la République concernant cette crise anglophone? Tout d'abord, Cédric, permettez-moi de dire que, bien que le Premier ministre soit d'un gouvernement illégitime, nous saluons quand même le fait qu'il soit en mission dans ces zones-là pour pouvoir
trouver des solutions. Nous espérons qu'une fois de plus, ce ne serait pas de la roubladise, comme on a l'habitude de le constater. Et nous estimons aussi qu'il est quand même assez difficile de comprendre pourquoi, depuis la date de sa prise de fonction comme Premier ministre, c'est 5 mois après qu'il se retrouve sur le terrain de l'action. Il y a un problème. Et n'oubliez pas qu'une récente publication de l'ONG International Crisis Group fait état de ce que, en ce moment, nous sommes à plus de 1850 morts dans ces zones, 530 000 déplacés internes et environ 35 000 réfugiés au Nigeria. Pourquoi fallait-il attendre aussi longtemps? Il pouvait être sur le terrain dès le lendemain de sa nomination. C'était aussi simple que ça. Si ce problème avait été pris au sérieux par ce régime illégitime, aujourd'hui, on serait déjà à être sur des solutions et non encore à chercher des solutions. Nous espérons donc, comme je le disais, que ce dialogue qui est prôné aujourd'hui par le président illégitime, parce qu'il faut dire une chose, le président élu Maurice Kamto, pendant longtemps, a martelé qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait trouver des solutions à ces problèmes avant qu'on en arrive. Et une fois de plus, nous constatons que ce gouvernement a échoué. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre qu'il y a échec. On n'a pas besoin de ça. Ça se voit, c'est palpable. La visite de Michel Bachelet et les autres qui sont passés avant, ce n'est pas ça qui va réveiller les Camerounais. Nous sommes au courant de la situation. Tout le monde voit ce qui se passe. Tous ces nombreux morts. Tous les jours, nous pleurons les morts, que ce soit du côté des militaires, des forces de l'ordre national, que ce soit des déplacés ou encore même de ces sécessionnistes. C'est tous des Camerounais. Donc, nous saluons cette action du président illégitime. Nous espérons que ce ne sera pas de la roubladise. La démarche du chef du gouvernement sur le théâtre de la crise anglophone, similaire à celle de son prédécesseur Yon Philémon, Edmond Kambia, sur la démarche maintenant, celle du Premier ministre, qui a lui aussi effectué dans pratiquement le même style que celui de Philémon, discuter avec les autorités traditionnelles, religieuses, aller dans les rues de Bamenda pour tenter de calmer les populations en les rassurant sur la démarche, la volonté, la disponibilité du chef de l'État à dialoguer. Est-ce que cela est suffisant après 3 ans de crise et d'enlisement de la situation? Bien sûr, monsieur Noufele, cela ne peut pas être suffisant. C'est insuffisant. Mais il faut dire quand même que ce nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, il faut mettre aussi à son compte, c'est la première fois qu'il se rend sur le terrain. Donc il fallait qu'il y aille aussi, qu'il touche du doigt la réalité. Et en cela, c'est une bonne chose. On peut regretter qu'il ait fait assez tard. Mais pouvait-il se mouvoir sans l'autorisation de sa hiérarchie? C'est une question qu'il faut se poser. Je disais donc que la démarche, elle est insuffisante parce qu'aujourd'hui, on attend des faits plus concrets. Puisque ses dévanciers, notamment l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire son prédécesseur, mais aussi un ancien Premier ministre qui est à la tête d'une commission qui s'occupe du bilinguisme et du multiculturalisme, est non seulement allé avec sa délégation sur le terrain, mais a présenté un rapport dont la synthèse a été publiée et diffusée dans les médias. Et parmi ces éléments figuraient les questions qui rentrent dans la réponse, dans le message que le chef de l'État a envoyé, dit sur le terrain. Parce que dans le rapport Moussongué, on sait que figurait le débat sur la forme de l'État. Beaucoup estimaient qu'il faut retourner au fédéralisme. Mais la question était de savoir quel type de fédéralisme. Il y avait des questions sur la gouvernance économique, sociale, culturelle. Il y avait des questions qui n'étaient même pas directement liées à la crise anglophone, qui concernaient la réconciliation nationale, avec le retour, par exemple, à la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Il y avait tout un, j'allais dire, il y avait un vaste canevas de propositions, de solutions à la crise anglophone.
C'est pour cela que je dis, c'est non seulement insuffisant la démarche, mais on a l'impression qu'on tourne en rond. Parce qu'il faut aller vite. C'est d'autant que le chef de l'État, depuis quelque temps, est devenu un internaute tutologue. Il fait des propositions. Il a des bonnes intentions qu'il faut matérialiser, qu'il faut rendre concret sur le terrain. Et cette démarche-là nous ramène en arrière. Ne nous donne pas l'impression qu'on avance. C'est d'autant plus que depuis quelque temps, on a vu la réaction de la communauté internationale en relation avec la tension sociopolitique au Cameroun, en relation avec la crise qui secoue le pays depuis 3 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, on attend les solutions. On a vu le Parlement européen réagir avec des recommandations fortes dont on attend l'application. On a vu la Commission de l'Union européenne réagir. On a vu la Cour africaine des droits de l'homme réagir. On a vu plusieurs institutions à l'international réagir. Et dans les recommandations fortes de toutes ces institutions, figuraient au moins 2 choses. La libération de tous les prisonniers politiques. La recherche d'un dialogue en vue d'une solution durable et définitive à la crise anglophone. C'est là où on attend le chef de l'État. Et c'est aussi l'une des revendications formulées par le chairman du SDF qui a discuté avec le Premier ministre Jean-Robert Wafo. Quels sont les éléments que le SDF a posés sur la table afin de pouvoir aller vers la résolution de ce conflit, vers l'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, la délégation du SDF conduite par le chairman, Ni John Fundi, a présenté et proposé 4 points essentiels. Le premier point, c'est la libération immédiate. Non, c'est le premier point d'abord, c'est le cessez-le-feu immédiat et bilatéral, c'est-à-dire savoir que les bandes armées doivent déposer les armes et les forces de défense et de sécurité retourner dans les casernes. Le deuxième point, c'est, n'est-ce pas, la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés dans le cadre de cette crise. Il faut les libérer. Le troisième point, c'est la désignation d'un médiateur qui aura en charge, n'est-ce pas, d'entrer en contact et de recueillir, n'est-ce pas, les propositions de tous nos compatriotes dans ces zones qui sont répartis dans 4 foyers, notamment le Nigeria où il y a 32 000 réfugiés, c'est-à-dire le territoire national, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et qu'on désigne, que le régime en place aussi accepte, n'est-ce pas, la désignation des médiateurs, parce qu'il faut une médiation. Et à ce titre, le SDF a proposé, n'est-ce pas, le chairman dans la médiation. Pas pour dire que le chairman sera médiateur en chef, mais pour dire que le chairman pourra aider, n'est-ce pas, dans la médiation par rapport à ce conflit. Et le 4e point, ça c'est clair, c'était qu'il y ait un report des élections locales, à savoir les régionales, les municipales et les législatives, parce qu'on ne saurait faire les élections dans cette zone, donc dans ces 2 régions. Le faire, c'est entériner, n'est-ce pas, la sécession, dont nul n'a absolument besoin, du moins, dont le SDF a manifestement exprimé sa position qui est claire, à savoir que elle est proscrite. Bon voilà, donc voilà les 4 points essentiels qui ont été présentés par le chairman qui conduisait la délégation du SDF. Bon, bien entendu. Et quelle a été la réaction du Premier ministre, son attitude après ces propositions de la délégation du SDF? Mais bien évidemment, il a reçu, et puis tout ce qu'on sait, c'est qu'il a précisé avant, d'ailleurs tout le monde l'a dit sur ce plateau, que voilà, que le président de la République était porteur, n'est-ce pas, d'un vœu présidentiel qui consistait à discuter, n'est-ce pas, sur tous les sujets, à l'exception de la séparation, je veux dire donc de la sécession. Nous avons remis donc le rapport et nous attendons, mais de toutes les façons, le SDF prend acte, n'est-ce pas, de ce dialogue qui a été annoncé par le Premier ministre, qui dit être un vœu présidentiel, et nous serons évidemment, n'est-ce pas, vigilants quant aux différentes déclinaisons, aux articulations qui seront mentionnées dans le contenu de ce dialogue. Une fois de plus, je vais préciser une chose, c'est quoi? C'est que pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, nous sommes venus pas pour présenter le contenu du dialogue qui est annoncé, mais plutôt les contours. Parce que le Premier ministre lui-même l'a dit, il a dit qu'il est venu, n'est-ce pas, identifier non pas le contenu du dialogue, mais les contours et les protagonistes qui pouvaient faire évidemment partie de ce dialogue. Et c'est clair que ce qui est urgent à l'heure actuelle, c'est la résolution de cette crise et le retour de la paix. Alors vous parlez d'urgence, justement. Oui,
Parce que, il faut que je le précise, parce que c'est un peu aller dans tous les sens. Je dis ce qui est urgent maintenant, c'est la résolution de la crise et le retour de la paix. Dans la négociation, il faut éviter de faire dans l'amalgame, de verser dans l'amalgame. Parce que vous voyez, à ce stade de la négociation, du début de négociation, à cette étape-ci, nous trouvons moralement indécent, alors que vraiment, les chiffres sont ahurissants, 1800 morts depuis le déclenchement de cette crise, 32 000 réfugiés au Nigeria, près de 330 000 ou 50 000 Camerounais qui sont des déplacés, compatriotes qui sont des déplacés internes. Avec ces chiffres ahurissants, nous estimons que, bien évidemment, il est moralement indécent et politiquement, moralement indigeste et politiquement indécent de mettre comme préalable à ce dialogue tant annoncé des conditions telles que le code électoral, telles que la forme de l'État, qui bien évidemment participera d'une révision constitutionnelle et qui doit obligatoirement être inscrit, n'est-ce pas, dans le contenu qui doit figurer comme point à l'ordre du jour du contenu de ce dialogue. Pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous prenons acte, n'est-ce pas, de cette annonce faite par le Premier ministre John Ngouté, mais tout en précisant que nous serons extrêmement vigilants, n'est-ce pas, sur les déclinaisons, les articulations qui seront contenues dans ce dialogue qui est tant annoncé. Au regard des propositions que le SDF a formulées à l'endroit du Premier ministre porteur d'un vœu présidentiel à Bamenda, avec vous, Jacques Bimaï, sur l'urgence de libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Cela fait près de 2 ans que la classe politique en parle, notamment l'opposition et la société civile, pour apaiser les tensions. Il y a eu environ 200 personnes qui avaient été relaxées, mais selon les estimations de la société civile, ils sont encore bien nombreux dans les différentes prisons du Cameroun. Comment expliquer que le Premier ministre soit porteur d'un vœu présidentiel alors que d'aucuns s'attendaient à ce geste du président de la République concernant la libération de ces personnes? Le président lui-même l'a dit, qu'il faut pardonner et oublier le passé. Donc je suis convaincu qu'à travers ces messages, il y a certaines actions qui vont suivre. J'ai entendu le message de SDF. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vois pas seulement le problème anglophone. Je crois que notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Il y a eu une crise post-électorale qui pose problème. Il y a des Camerounais de la diaspora, même si parfois je peux le comprendre, mais aller jusqu'à ternir l'image du pays, casser l'ambassade, poursuivre le chef de l'État comme un voyou. Nous devons comprendre quand même que notre rôle en tant que politique, c'est d'éviter qu'on en arrive là. C'est regrettable. Le chef de l'État vient de nous tendre la main. Je lance un appel aux hommes politiques de ce pays, à l'opposition camerounaise, aux Camerounais de la diaspora, à nos compatriotes qui se disent ambazoniens, de comprendre que la chance est là aujourd'hui pour se mettre autour d'une table. C'est pour cela que je continue à dire, moi, j'ai l'impression que les Camerounais sont tout le temps en campagne. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas. Nous avons besoin, la démocratie vient de la critique, mais de la critique, d'une critique constructive. On n'est pas toujours là pour s'attaquer à ceci ou bien à cela. Je vais rappeler ici, normalement pour changer les institutions dans un pays, c'est à travers les élections. Le SDF qui nous parle de fédéralisme doit tout faire pour gagner la confiance des Camerounais, pour changer tout ce qu'ils veulent changer. Mais nos amis de SDF, quand on constate la courbe de leur évolution politique, cette courbe est plutôt descendante.
Ça veut dire, et la courbe du RDPC est ascendante. Jean-Robert Wafo, permettez à Jacques Dumail. Laissez-moi argumenter. Nous sommes en train de discuter, s'il vous plaît. Allez-y, Jacques Dumail. Débattons, ne combattons pas. C'est ce que je suis donc en train de dire. OK, à une situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Je pense que je suis aussi un partisan du dialogue. Aujourd'hui que la chance est là, que le chef de l'État nous dit, nous pouvons dialoguer. Je pense que les Camerounais, que ce soit de l'opposition, les Camerounais de la diaspora, mes frères ambazoniens, non, donnons-nous la main. Et je crois que dans tout dialogue, on prépare un dialogue. C'est la mission du chef de gouvernement aujourd'hui, dans les régions anglophones. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. La situation aujourd'hui est triste. Parce qu'en tant qu'homme politique, nous devons garantir le développement économique de ce pays. L'économie se porte mal aujourd'hui à cause des crises, à cause de la crise sociopolitique. Nous avons besoin d'avoir une jeunesse formée. Nos enfants aujourd'hui ne peuvent pas aller à l'école. Nous avons besoin d'un pays qui a une bonne image. Aujourd'hui, c'est les Camerounais qui ternissent l'image de leur pays. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Je dis non. Il faut établir le chef de l'État. Le chef de l'État l'a compris. Que vous faites. Je dis oui. Vous savez, quand on veut construire, je suis comme un manager. On évalue et on assise. On doit faire ce qu'on appelle des réajustements, donc des réformes nécessaires. Et pour ça, les Camerounais doivent s'entendre. Les Camerounais doivent se parler. Et c'est pour cela que pour se parler, il faut se pardonner, comme l'a dit le chef de l'État. Ça demande pour moi, ça c'est mon point de vue, et ce sont des... Normalement, nous avons un président qui sait ce qu'il faut faire. Mais je peux quand même m'aventurer à dire que je suis de cet avis, qu'il faut libérer tous ceux qui sont concernés par la crise anglophone. Libérer tous ceux qui sont concernés par la crise post-électorale. Même les Camerounais de la diaspora, les poursuites, il faut les arrêter. Mais seulement maintenant. C'est vrai, s'il y a dialogue, nous ne pouvons que dialoguer avec les Camerounais. Et je pense que nous sommes tous les Camerounais. Revenons aux meilleurs sentiments et avançons ensemble. Et le Sénat américain également s'est exprimé sur la situation humanitaire politique au Cameroun et exhorte le gouvernement à engager un dialogue sans conditions préalables et faire un effort de bonne foi crédible pour travailler avec les chefs religieux et communautaires et rechercher des solutions non violentes à la crise anglophone. Olivier Ekoka, comment appréciez-vous cette nouvelle sortie des Américains? Cette fois-ci, c'est le Sénat américain qui appelle le gouvernement à engager le dialogue sans conditions préalables et fait preuve de bonne foi à l'endroit de ces populations dans les régions anglophones. Vous savez, Cédric, rien n'est nouveau là. Que tout ce que nous écoutons là, dans cette résolution, avait déjà été entendu. Donc, ce ne serait pas quelque chose de nouveau. Simplement, ce que nous espérons, c'est que cette fois-ci, le gouvernement illégitime qui est en place en ce moment ne fera pas l'erreur aussi de ne pas écouter, puisque le plus souvent, ils ont fait la sourde oreille. Tout à l'heure, le grand frère Jacques Dumail parlait de la chance qu'ont les Camerounais aujourd'hui, qu'ils doivent la saisir. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais seulement il ne faudrait pas oublier que M. Biya a eu une chance extraordinaire pendant près de 37 ans d'avoir un peuple pareil. Les Camerounais sont extraordinaires. Donc lui aussi, il doit comprendre que pendant de nombreuses années, il a donné l'impression qu'il y avait un peu de mépris à l'encontre de ce peuple. Et si aujourd'hui, nous constatons que finalement, il est prêt à une ouverture sur le dialogue, cela veut dire que le peuple a toujours raison. C'est ce qu'on crie depuis. Donc, comme je le disais à l'entame de mon propos, nous espérons que cette fois-ci, les choses iront dans le bon sens. Et que la visite du Premier ministre pourra, n'est-ce pas, être suivie d'une visite du président illégitime lui-même pour essayer de voir sur le terrain. Donc, espérons qu'il est en train de préparer, il est allé là-bas préparer le terrain
en prélude à la visite de M. Biya dans ces zones. Parce qu'il faut le dire, les gens l'attendent ou l'attendaient. Et si aujourd'hui le Premier ministre arrive dans ces zones et commence par dire « Oui, je suis venu vous porter un message, soi-disant qu'il y aura dialogue très bientôt », et qu'il mette en même temps des conditions, parce que j'ai cru entendre qu'il a mis des conditions, on ne parlera pas de ci, mais on parlera de cela. Or, quand vous voulez faire un dialogue, essayez de mettre sur la table tous les problèmes. On ne peut pas exclure telle ou telle autre forme de situation. On met sur la table tout, et en même temps, on fait un tamis pour voir qu'est-ce qui va passer et qu'est-ce qui ne va pas passer. Donc, la résolution du Sénat américain n'est pas nouveau. Je veux dire que les Camerounais savent très bien ce qui se passe, et on le dit tous les jours, la résolution de nos problèmes ne viendra que de nous. Mais avant cela, il faut que ce gouvernement illégitime se dise qu'ils ont une chance. C'est eux qui doivent saisir cette chance cette fois-ci. Alors justement, le Sénat américain s'est aussi exprimé sur les actions gouvernementales prises pour envoyer des signaux d'apaisement dans les régions anglophones. Pour le Sénat américain, la commission du bilinguisme, le ministère de la décentralisation et la commission nationale pour le désarmement n'offrent aucune visibilité sur le rôle constructif dans la résolution de la crise anglophone. Edmond Kambia, des critiques déjà sur les actions gouvernementales prises jusqu'ici pour régler la crise anglophone concernant ces différentes commissions qui ont été créées par le chef de l'État. Aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin pour apaiser les tensions dans ces régions anglophones. Effectivement, il s'agit d'aller un peu plus loin. Parce qu'on l'a vu, pour l'essentiel, les commissions qui ont été créées n'ont pas apporté véritablement un plus par rapport à la crise que nous connaissons dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voyez-vous, la commission Moussangué, en dehors du rapport qu'ils nous ont pondu et qu'on a diffusé, au terme d'une rencontre élargie avec certaines forces vives de la région du nord-ouest notamment, quand on lit ce rapport, il n'y a en réalité rien de nouveau par rapport à tout ce qui avait été développé et dit par les leaders anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, par rapport à ce qui avait été développé par la société civile, les leaders d'opinion des régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui avait été diffusé, publié par les journaux. Ce n'était pas nouveau en réalité. Et puis lorsque le chef de l'État a créé la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, les attributions, c'est-à-dire que leur rôle, en réalité, leur rôle fondamental n'est pas de gérer la crise anglophone. C'est le bilinguisme et le multiculturalisme, c'est ça la réalité. En fait, c'est un gadget. Et c'est même, je m'en souviens, quand la commission a été créée, il y a 1 ou 2 membres qui ont ouvertement et officiellement demandé que le chef de l'État leur permette de s'occuper aussi de la crise anglophone. Et c'est, je crois, l'une des raisons pour laquelle ils ont pu descendre sur le terrain. Parce que leur mission première, c'est le bilinguisme et le multiculturalisme. Or, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une priorité du tout aujourd'hui au Cameroun. L'autre commission, le ministère de la décentralisation, je pense qu'en réalité, c'est une chose trappe. On n'aurait jamais dû créer un ministère de la décentralisation parce que c'est un élément de plus pour rendre impossible la décentralisation annoncée par le gouvernement. Vous ne pouvez pas vouloir décentraliser et en même temps créer des structures centralisées, c'est-à-dire au niveau central, pour contrôler la mise en place d'un processus appelé de tous ses voeux depuis la Constitution du 18 janvier 1996. Je crois que la décentralisation, telle qu'elle a été annoncée, telle que les lois ou textes ont été adoptés et promulgués, telle que la mise en place avance de manière lente et non pas de façon accélérée, comme l'avait lui-même souhaité le chef de l'État, le président de la République, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à attendre de la décentralisation au Cameroun. Parce que, en réalité, ce n'est pas une priorité. Parce que la véritable priorité, c'est le règlement de la crise anglophone. Elle est préalable à toutes les autres élections au Cameroun. Elle est préalable à tout, je dis bien à tout, la crise anglophone. Parce que, vous savez, le corps humain, quand vous avez mal à votre jambe, ou si vous avez mal à une autre partie du corps, c'est l'ensemble du corps qui a mal. Le Cameroun a mal au nord-ouest et au sud-ouest. Le Cameroun se porte très mal parce que ces deux régions souffrent
dans tous les sens, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique. Les enfants ne vont pas à l'école depuis 3 ans. Vous imaginez un enfant qui est né il y a 3 ans n'a pas suivi un cursus normal pour aller à l'école. Et aujourd'hui, il aurait dû être à la maternelle aujourd'hui, mais les conditions ne lui permettent même pas d'aller à la maternelle pour celui qui est né il y a 3 ans. Combien de fois pour ceux qui allaient déjà à l'école et qui n'y vont plus? Mais les conséquences sont gravissimes. Je ne vous le dis pas sur le plan économique, le GICAM l'a suffisamment dit en termes de centaines de milliards. Mais nous sommes davantage préoccupés au niveau de l'éducation et au niveau de la santé. Quand on se rend compte que non seulement il faut regretter le fait qu'une partie du pays ne peut pas suivre une scolarité normale, alors que l'éducation est un pilier dans tous les pays du monde. Lorsqu'on se rend compte que des hôpitaux sont brûlés, sont incendiés, et il y a controverse sur qui a incendié ou qui n'a pas incendié, je vous assure, c'est grave. C'est le gouvernement qui devait clarifier, nous dire qui a incendié l'hôpital de Kumba. Même comme nous avons un certain nombre d'informations sur ces réalités-là. Il est important de dire la vérité lorsque des hôpitaux sont brûlés. Donc, c'est vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, qui sont annoncées, et qui revient à travers le texte, le communiqué du Congrès américain, qui nous montre qu'il y a un certain nombre de commissions, de structures qui ont été mises en place, qui en réalité n'étaient pas urgentes. Je prends un autre exemple, je crois qu'ils l'ont peut-être cité, la commission sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. On a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait un processus de négociation, de discussion avec les leaders anglophones qui aurait pu permettre, au terme des discussions et des négociations, de procéder à la réinsertion, à la démobilisation. Et le Premier ministre qui insiste... du candidat Joshua aussi. Le Premier ministre insiste sur le fait que ces jeunes qui sont dans les forêts doivent sortir des forêts, déposer les armes, aller vers les centres de démobilisation et de désarmement et on trouvera une solution pour les réinsérer sur le plan social. Le Sénat américain qui exhorte les groupes séparatistes à mettre fin au boycott de l'école, et mettre fin à la violence, au discours de haine et cesser de commettre des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres de civils, l'utilisation des enfants soldats. Jean-Robert Ouafo, sur les critiques formulées à l'encontre des premières actions gouvernementales concernant la résolution de la crise anglophone, au regard de ces critiques-là, cet appel, ce vœu présidentiel concernant le dialogue, quels sont les garde-fous afin de rassurer l'opinion publique et la communauté internationale sur une réelle volonté politique du pouvoir en place d'aller vers ce dialogue? Avant de répondre à cette question, il y a un fait fondamental que je vais dire aux Camerounais. Parce que M. Bimaï a parlé tout à l'heure des résultats déclinants du SDF. Ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que le SDF paye le prix fort, n'est-ce pas, du refus de faire dans la connivence avec le régime relativement à cette crise. Oui, vous avez refusé de résoudre cette crise. C'est la raison pour laquelle on a eu le score qu'on a eu là à la présidentielle. Vous saviez que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest étaient nos bastions. Et vous nous avez privés de nos bastions au prix de près de 2000 morts. C'est ça, et vous aurez ça dans votre conscience. C'est un passif que vous ne retirez jamais de votre conscience. Parce que vous avez voulu que le SDF ait ce résultat. Parce que vous avez voulu, n'est-ce pas, punir le SDF qui avait fait cette proposition qui sont en train d'être reprises aujourd'hui. Vous avez dit, ok, on va les sanctionner, on va entretenir la guerre, on va entretenir la violence dans cette région, dans ces deux régions, pour que, effectivement, il n'y ait pas de suffrage en faveur du SDF. C'est la réalité et les Camerounais doivent le savoir. Aujourd'hui, vous revenez sur ce que nous avions proposé à l'époque. Donc, à l'époque. Maintenant, pour ce qui concerne ces sanctions-là, moi, je vais dire une chose, les observations. Je vais utiliser la métaphore du verre et de l'eau. Michel Bachelet dit, ça ne va pas, mais on peut renforcer les mesures qui ont été prises. Ça, elle regarde plutôt le verre qui est à moitié plein. Le Sénat américain dit, ça ne va pas du tout, c'est insuffisant, totalement insuffisant. Donc le Sénat américain voit le verre à moitié vide. Mais la constance qu'il y a là, c'est quoi? C'est que ça ne va pas du tout. Les deux disent, ça ne va pas.
Et pourquoi ça ne va pas? Parce que dans ce pays, il y a des gens qui ont décidé de faire de ce pays leur propriété personnelle. Combien de fois sur ce plateau, parce que M. Edmond Kamgia a dit que la décentralisation est lente. Elle n'est même pas lente, elle est mornée. Il faut utiliser le terme. Je suis un élu local, je sais de quoi je parle. Parce que voyez-vous, M. Edmond Kamgia, quand on prend l'ensemble des taux de prélèvement obligatoires au Cameroun, c'est-à-dire les impôts et taxes, je vais bien, M. Noufélé, les impôts et taxes que les Camerounais contribuent et que l'État prélève. Yaoundé, c'est-à-dire le régime Yaoundé, l'État central, y compris les organismes qui y sont rattachés, concentre 85,5% du taux de prélèvement obligatoire contre 6,5% à 14 communautés urbaines dirigées par des délégués nommés et 2,5% qui sont concentrés par 360 communes dirigées par les maires élus. Ça veut dire quoi, M. Noufélé, pour que la maman nous écoute? Sur 1 million de francs CFA prélevés en termes d'impôts et taxes, Yaoundé seul et les organismes qui y sont rattachés prélèvent 855 000 francs CFA. 14 communautés urbaines dirigées par des délégués nommés, c'est-à-dire c'est encore Yaoundé, concentrent 65 000 francs. Et 360 communes ne concentrent que 25 000 francs CFA. Voilà la réalité de ce pays. Ne tournons pas autour du pot. Mais le président de la République aujourd'hui annonce la mise en place des régions. Est-ce que cela va permettre de résoudre ce problème? Ça ne changera pas. De répondre aux préoccupations des régions anglophones. Je dis, je ne crois pas du tout tant que les gens ne s'asseyent pas, comme le Premier ministre John Guterres a dit, tant que le contenu de ce qu'on va mettre dans, parce que nous sommes fédéralistes, parce qu'en fait, il y aura 3 groupes de personnes. Ça, c'est de mon point de vue, qui doivent être concernés par ce dialogue qui est annoncé. Il y a ceux qui sont pour la décentralisation, dont le RDPC et ses alliés. Je crois que c'est mon nez. Il y a les fédéralistes, c'est-à-dire ceux qui sont pour le fédéralisme. Il y a le SDF, le consortium, la All Anglophone General Conference, et il y a effectivement les ambazoniens. Mais moi, pour ma part, je suis pour que tout le monde soit écouté. Même les ambazoniens, ceux qui ont pu dire, des hommes doivent être écoutés. Même comme nous sommes fermes là-dessus, le principe de la sécession doit être proscrit. Il faut les écouter, on ne perd rien à les écouter. Parce que, voyez-vous, le cliché que M. Edmond Kamgia vient de dire, ce qui se passe dans la zone anglophone, dans les 2 régions, est ahurissant. Il y a des bandes armées qui contrôlent des pans entiers du territoire dans ces zones. Est-ce que vous savez qu'il y a des contrôles alternés là-bas? Il y a des forces de défense et de sécurité qui, pour aller enterrer leurs propres collègues, sont obligés de payer la route, comme on dit. Il faut le dire aux Camerounais. Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne le reconnaît pas? Des familles, pour aller enterrer leurs personnes, payent la route. Il n'y a pas de forces de défense et de sécurité le long du trajet. Pas du tout. Il faut le dire aux Camerounais, il n'y a plus de vie de ce côté-là. Mais le ministre de la Défense a plusieurs fois rassuré que la situation est sous contrôle dans les régions anglophones et que les forces de maintien de l'ordre ont réussi à ramener la paix au-delà de quelques escarmouches qui sont observées ici et là. Si la situation était sous contrôle, son cortège n'aurait pas fait l'objet d'une attaque. Alors voyez-vous, vous êtes accompagné du BIR, non pas le BIR, et les bandes armées se permettent d'espoir de vous attaquer. Ça veut dire que ces bandes armées sont décidées. Et ensuite, la dernière en date, l'enlèvement du chairman, Ni John Fundi. Je vous rappelle une chose. Parce que j'ai entendu des gens dire, des cosmonautes politiques qui ont de la vie politique, que ce qu'on leur rapporte de temps à autre dans les salons, dit que le chairman a refusé d'être accompagné par les éléments du BIR, que les représentants de l'État lui avaient pourtant fait comme proposition. Mais écoutez, je vais dire sur ce plateau. Si le chairman avait accepté d'être accompagné par les forces de défense et de sécurité, il y aurait eu des morts dans ce convoi. Il m'a expliqué ce qui s'est effectivement passé. Le convoi, c'est-à-dire que les forces séparates, pas les forces, donc que les bandes armées savaient qu'il devait partir, que le corps devait faire une escale chez lui. Et qu'il devait se rendre à Kumbo pour l'enterrement. En route, il y avait des contrôles alternés. Tantôt c'était les forces de défense et de sécurité, tantôt c'était les bandes armées qui les contrôlaient. Certaines bandes armées les ont laissés passer. Après contrôle. Contrôle systématique. Vous présentez votre carte d'identité
Et voilà, si on se rend compte, qu'il n'y a pas de civils, qu'il n'y a pas de militaires, vous pouvez passer. Alors, à ce contrôle, il a fait l'objet d'un enlèvement. Ils ont fait le contrôle, ils sont partis du premier véhicule du convoi jusqu'au dernier véhicule, ils sont revenus et ils ont dit, ok, on va. Et je dis ceci, Monsieur Bimaï, ce que le Premier ministre vient de dire, je dis bien, nous prenons acte. Mais si vous faites dans l'enveloppe, si vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, si vous reproduisez ce que vous avez fait à la tripartite, si vous ne vous rendez pas compte que le pays nous appartient à tous, que nous sommes tous propriétaires de ce pays, un grand soir sera organisé et ce grand soir vous emportera. Je vous le dis sur ce plateau. Donc il est temps que dans une démarche républicaine, qu'on s'asseye, qu'on regarde ce qui ne va pas dans ce pays, qu'on examine toute la gouvernance politique et économique, qu'on retourne au fédéralisme. Il faut qu'on dépose ça sur la table parce que la décentralisation a échoué. Il faut avoir le courage de le dire. Et Chief Moukete, ça c'est pour chuter, oui, qui est le doyen des sénateurs en activité, qui fait partie de votre parti politique et qui est membre du bureau politique, donc du comité central, vous l'a dit dans une exaspération totale en plein Sénat, avec sa canne. Il vous a dit, de quoi avez-vous peur pour retourner au fédéralisme? Vous avez peur parce que vous avez pillé ce pays. Oui, c'est pas moins de 9 000 milliards de francs CFA que vous avez détourné dans ce pays en 37 ans de règne. Et je sais de quoi je parle. Les seuls salaires fictifs, vous avez détourné 1920 milliards de francs CFA en 20 ans. Et la série continue. Vous avez refusé de mettre sur pied la chambre, dans la caisse de dépôt et de consignation. Vous prenez l'argent du péage. Donc, vous faites des contrôles routiers. L'argent ne part pas dans les caisses de l'État. Vous avez pillé, vous endettez les générations futures. Et vous croyez que ça va continuer ici? Je dis ceci, s'il n'y a pas un dialogue sincère, ce grand soir arrivera. Il est très imminent si ce dialogue n'est pas sincère. Et ce grand soir, tenez-vous tranquille. Permettez, Jean-Robert Wafo, permettez à Jacques Bimaï de réagir. Le président de la République est attaché à l'État unitaire décentralisé. Il a plusieurs fois rappelé dans ses discours. Et vous suivez les appréhensions du SDF qui s'inquiète du comportement, de l'attitude du gouvernement qui, dans le passé, a souvent promis à l'opposition d'engager des réformes. Et plus tard, ces réformes se sont avérées insatisfaisantes pour un jeu transparent en matière d'élection, en matière de gouvernance. Que répondez-vous à ces appréhensions, à ces critiques qui viennent d'être formulées ici? Cédric, je dis à mon chef Wafo, débattons, ne combattons pas. Mais pourquoi s'énerver? Il ne faut pas s'énerver. Bon, et puis, en plus... Si ce qui se passe dans le Nord, je vous en prie, Jean-Robert Wafo, permettez à Jacques Bimaï maintenant, il a la parole. Je suis un peu gêné. C'est toujours les mêmes histoires. Oui, on a arrêté ceci, on a fait cela. Pardon, moi aujourd'hui en tant que politique, qu'est-ce qu'on fait pour sortir ce pays de la situation difficile aujourd'hui? Je suis venu ici, je vous ai dit à la main tendue du président, qu'est-ce que nous aujourd'hui en tant que politique nous pouvons apporter pour que ce pays puisse avancer? Je le sais en tant que politique. Notre rôle c'est quoi? Nous avons l'État-nation. C'est-à-dire, nous avons une nation, pour moi, les 475 000 km², c'est ça qui fait l'unité du Cameroun. Avec un État maintenant, il y a des problèmes qui se posent au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion, au niveau, par exemple, de l'organisation des élections. Nous sommes d'accord, mais discutons parce qu'il faut qu'on évolue. Parce que je le dis, je suis sincère, quand un Camerounais prend le drapeau du Cameroun et il le brûle, un jeune Camerounais, le politique doit être interpellé. Je crois que c'est une chance là, aujourd'hui nous sommes interpellés. Et c'est pour ça que je suis d'avis, le chef de l'État l'a dit, pardonnons M. Wafo, essayons d'oublier le passé, essayons de bâtir l'avenir. Il n'y a pas de tabou. Ce que nous tous, nous sommes d'accord aujourd'hui, aucun millimètre carré de ce pays ne peut partir. Nous disons, c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, pour régler les problèmes du Cameroun, soyons d'abord sincères. Je reviens sur ça. Je suis un peu étonné ici. J'ai entendu même Edmond aussi dire, ah, il y a eu des résolutions du Parlement européen, ça doit être appliqué. Mais attendons, arrêtons. Nous avons des pays amis. Nous avons des relations bilatérales et multilatérales avec certains partenaires. Dans le cadre bien défini par la diplomatie internationale. C'est vrai qu'ils peuvent nous faire des propositions. C'est vrai qu'ils peuvent attirer notre attention.
je crois que prendre ça comme si maintenant nous les Camerounais, chaque fois qu'on veut parler, oui, l'Union européenne a dit ceci, oui, le Parlement européen a dit ceci, oui, le Sénat. C'est vrai, ce sont des partenaires qui nous apportent, qui doivent nous soutenir. Mais c'est à nous les Camerounais, les politiques camerounais, à régler les problèmes du Cameroun. Je suis très choqué quand je sens un politique, le ministre de la Communication de d'un cabinet, qui se cache derrière le Parlement européen, le Sénat américain, pour nous donner des leçons dans ce pays. Non, ce n'est pas comme ça. Qui s'est caché derrière le Sénat américain? Je n'ai pas comme ça. Laissez-moi parler. Laissez-moi terminer. Laissez-moi chuter. Pour aller dans votre propos, les Camerounais ont le sentiment que c'est sous la pression de la communauté internationale que le gouvernement engage. C'est tout. Laissez-moi chuter. Nous vivons dans un monde où aussi les avis de la communauté internationale aussi comptent. Mais après tout, nous sommes les maîtres du jeu. Nous faisons comme si le Cameroun vient d'être créé aujourd'hui comme État. Nous avons quand même des institutions en place. D'accord qu'il faut les améliorer. Et c'est pour ça que je dis, le cadre est là aujourd'hui. Vous savez, vous mettez cette musique là-bas de pleurnicher une opposition. L'opposition aussi, c'est pour construire. Vous savez, on a besoin d'une opposition qui nous apporte des idées pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que l'opposition je viens de dire aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, monsieur Wafo. Jean-Robert Wafo, permettez à Jacques Bimaï d'aller jusqu'au bout. Voilà. Ce que je dis aujourd'hui, c'est pas mentir. Ce que je dis, c'est que je pense aujourd'hui. La main tendue est là. Tous les fils et toutes les filles de ce pays, je dis bien, même ceux qui sont emprisonnés, nous devons nous mettre autour d'une table pour définir le cadre d'une nouvelle république. C'est vrai, tout ce qu'on a fait pendant de 1960 jusqu'à aujourd'hui, en passant par 61, tout n'a pas été parfait. Il y a des choses qu'il faut corriger. Et je suis de ceux-là qui pensent, ça je viens de vous le dire. Dans un pays où, par exemple, la cohésion sociale, c'est à nous les politiques d'assurer la cohésion sociale, d'assurer la bonne redistribution du patrimoine national, d'assurer l'organisation de bonnes élections et consorts. C'est vous qui gérez. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Et puis je dis, c'est à nous aussi dans une démocratie de respecter nos institutions. Elles ne sont pas parfaites. Je suis aussi de ceux-là qui pensent qu'il faut les parfaire. Il faut des réformes fortes. Il faut des institutions fortes. Mais je suis aussi un Africain qui pense qu'à un certain moment, il fallait des hommes forts. Nous avons besoin, par exemple, d'un homme comme Biya. Je prends, par exemple, la crise de Bakassi. S'il n'y avait pas eu un homme patient, un homme visionnaire comme lui, on serait aujourd'hui en guerre. Aujourd'hui, au lieu de parler de 2000 morts, on serait à des millions de morts. Aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Je dis que oui. Je dis que tout n'est pas parfait. Morts. Je dis que tout n'est pas parfait. Un seul Camerounais qui meurt, ce n'est pas normal. Un seul Camerounais qu'on perd par une balle tirée par un autre Camerounais, c'est inacceptable. C'est pour ça que je pense que je le dis bien. N'oubliez pas le contexte dans lequel ça se passe. Le Cameroun est agressé. Il y a certains frères qui ont pris des armes contre l'État du Cameroun. Et aujourd'hui, le chef de l'État, c'est vrai, les conséquences sont là. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous, en tant que politiques, qu'est-ce qu'on propose? Monsieur Wafo, au lieu de toujours cette musique de nous raconter les histoires du passé, oui, on a fait ceci au chairman, oui, il y a eu ceci, oui, il y a fait cela. La question aujourd'hui, le dialogue, l'avenir, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il est possible d'engager ce dialogue sans faire le diagnostic de la situation actuelle, de cette gouvernance au Cameroun, pour en trouver les anomalies, les identifier et pouvoir trouver des solutions? Je suis d'accord. Attendez, on ne peut pas bâtir l'avenir sans regarder un peu le passé. Mais on ne peut pas s'accrocher sur le passé pour compromettre l'avenir. Et c'est ça que l'opposition est en train de faire. C'est ça que je condamne. Je dis bien, on ne peut pas vraiment compromettre l'avenir de cette nation parce qu'on veut se régler les comptes. Les politiques camerounais se règlent des comptes, on est fatigué. J'entends quelqu'un qui dit ici, le gouvernement est légitime. Mais écoutez, arrêtons. Vous voulez discuter avec quelqu'un, un peu de modestie, un peu de diplomatie en politique. J'ai l'impression que l'opposition, vraiment, je ne peux pas venir vous donner des cours, ça ne peut pas continuer comme ça. En fait. Messieurs, le président de la République appelle les Camerounais à avoir conscience de la responsabilité collective dans l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Le Cameroun a besoin de toutes nos énergies, fait savoir
le président de la République, Paul Biya. Ce message, Olivier Koka, il vous parle lorsque le chef de l'État invite tout le monde interpelle la responsabilité collective des Camerounais dans la construction d'une nation prospère et unie. Le Cameroun qui a besoin de toutes les énergies. Au moment où le pays est en crise, comment appréciez-vous ces propos de Paul Biya? Avant d'y arriver, Cédric, permettez-moi de revenir sur un point sur lequel le grand frère Jacques Bimaï parlait tout à l'heure, des institutions. Nos institutions ne fonctionnent pas. On n'a pas l'impression que dans ce pays, les institutions fonctionnent. Moi, je vais prendre un exemple tout simple. En 2017, lorsque le président du mouvement Agir, le conseiller qui était conseiller du président, du président en place en ce moment, était son conseiller, il avait proposé des solutions pour revenir sur cette crise anglophone. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que nos institutions ne fonctionnent pas. Le président élu Maurice Kamto l'a fait en 2012. Il a proposé, il a crié qu'il y a un problème anglophone. Il faut trouver des solutions. Il a répété la même chose en 2016. Je crois tout au début de la crise ou alors un peu avant la crise. Tout le temps, on a parlé de ce problème. Sur ce plateau, tous les jours, les gens parlent de de ce dialogue aujourd'hui qu'on nous tend. Nous ne pouvons pas être contre l'imitation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que ce gouvernement veut imiter un peu le discours prôné par le président élu Maurice Kamto pendant des années. Et il faudrait simplement, quand voulant imiter, qu'il fasse bien. Mais il ne faut pas oublier que la copie ne sera jamais l'original. Ça, c'est l'une des choses essentielles. Maintenant, quand on appelle tous les Camerounais aujourd'hui, là vous parlez déjà des tweets, vous êtes déjà en train de parler des tweets du président de la République parce que ça se passe par des tweets. Est-ce que ces tweets-là sont sincères? C'est ça le problème. Monsieur Waf, vous parlait tout à l'heure de la sincérité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est cette sincérité. On a l'impression que le Cameroun est au point de départ, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir fait encore 50 ans ou 60 ans en arrière. Les gens n'ont pas l'impression que quelque chose s'est passé dans ce pays. La conférence même de Fumban, on a l'impression que c'était une roubladise. Les gens ont cette impression. Les gens sont cultivés aujourd'hui. Il faut que le président Biya sache qu'il n'a plus à faire. Je le disais tout à l'heure qu'il a eu la chance pendant près de 37 ans d'avoir un peuple comme celui-ci. Mais il n'a pas saisi cette chance. Aujourd'hui, les gens savent ce qui se passe. Et il est obligé aujourd'hui de venir tweeter, mais ça ne fait plus effet. Sincèrement, je vous le dis, ça ne fait plus effet. Les gens lisent, ok, mais essayez d'aller dans la page du président Biya pour voir ce qui se raconte. Et c'est ça le plus essentiel. Quand on tweet, c'est pour voir les réactions. Il y a un problème. Il se fait presque tard. Il faut aller très vite. Maintenant, le Premier ministre est sur le terrain. À quand la descente du président illégitime sur le terrain lui-même? À quand sa descente sur le terrain? C'est ça que les populations attendent depuis. Ils ont demandé le dialogue pendant longtemps. Et on vient leur servir quand c'est froid. C'est un plat froid aujourd'hui. On espère que quelque chose va se passer. Il faut simplement que les interlocuteurs de bonne foi aussi soient choisis pour que ça puisse aller au niveau où on attend. Au regard de ces appréhensions, le chef de l'État invite les Camerounais à oublier leurs ressentis, leurs dissensions. Restons attachés à notre idéal d'unité. Regardons l'avenir avec confiance. C'est à ces conditions que nous pourrons vivre en paix. Propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Edmond Kanga, le chef de l'État, invite les Camerounais à regarder l'avenir avec confiance, à oublier les ressentis, les dissensions, rester attachés à l'idéal d'unité. Comment appréciez-vous ces propos du président de la République? Ces propos sont d'une grande profondeur. Mais je dois, avant de répondre à cette question, revenir un peu sur le passé. Tout à l'heure, M. Bima disait qu'il ne faut pas retourner dans le passé pour rechercher des éléments qui vont nuire au présent ou à l'avenir. Je dis il faut toujours retourner au passé. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas d'où tu vas, où tu vas. Et puis, dans la réaction du Parlement américain, ils ont suggéré, par exemple, le retour à la Constitution fédérale pour bâtir
pour revoir ce que l'on peut faire par rapport à l'avenir. Parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin du fédéralisme au Cameroun. Mais ce qui me préoccupe maintenant, là, c'est de dire qu'au Cameroun, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence tripartite entre fin octobre, mi-novembre. Il y a des partis politiques qui sont retrouvés à Yaoundé. Il y a eu également des personnalités indépendantes. Il y a eu le pouvoir. Il y a eu à la fin des résolutions. Et je voudrais également vous dire ici que la conférence tripartite était partie sur la base. Pour le gouvernement, il s'agissait absolument de mettre fin aux villes mortes qui ont secoué ce pays d'avril 91 à la fin de la tripartite, c'est-à-dire en novembre. Et on a vu l'impact, l'influence, les conséquences des villes mortes sur l'économie du pays. Ça avait paralysé totalement le pays. Et puis l'opposition, qui était réunie à travers la coordination des partis politiques et des associations, réclamait la conférence nationale souveraine que le chef de l'État avait refusée, avait rejeté. Il avait dit que c'était sans objet. Il a fait une concession qui consistait à dire oui, vous allez vous retrouver avec le gouvernement, vous allez discuter, mais c'était la rencontre tripartite. J'avoue qu'il y a eu toute une controverse sur l'idée, sur la question de savoir qui va aller à la tripartite, qui ne va pas aller au niveau de l'opposition. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la déclaration tripartite. Et chaque fois qu'il y a un conflit, il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Et à la rencontre tripartite, il y a eu des concessions. Je vais vous rappeler par exemple qu'il y a eu un package deal dans la déclaration de la tripartite le 13 novembre 1991. Dans le package deal qui visait à décrisper l'atmosphère politique, le gouvernement devait faire des concessions et l'opposition également devait faire les siennes. Et dans les concessions du gouvernement, ce que le gouvernement devait faire et qu'il a fait, pour l'essentiel, c'était d'accepter qu'il y ait un moratoire fiscal qu'il fallait accorder aux contribuables victimes des opérations villes mortes, avec possibilité de différer. Le gouvernement l'a fait. Un autre point sur lequel le gouvernement devait faire un effort, c'était de lever les interdictions des réunions et des manifestations publiques. Et c'est un des problèmes qu'on observe aujourd'hui. Il y a un problème sur les réunions et manifestations publiques. Vous voyez, l'histoire se répète. C'est pour ça que je reviens sur les résolutions de la déclaration tripartite. Il y a eu également un point qui concernait la libération des personnes arrêtées à la suite de certaines manifestations et ne faisant pas l'objet de poursuites judiciaires. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont été arrêtées et dont on demande la libération. La société civile, les partis politiques, le Parlement européen, le Sénat européen, le Sénat américain reviennent sur en réalité, c'est comme, je vous dis, c'est comme si c'est l'histoire qui se répète. Et des personnes ont été libérées en 91. Pour les partis politiques, il s'agissait principalement de faire en sorte qu'on lève les villes mortes. Et les partis politiques qui étaient représentés ont travaillé pour qu'il y ait la fin des villes mortes, effectivement. Et il s'agissait également, pour les partis politiques de cette époque-là, de respecter les lois et règlements dans l'exercice de leurs activités, notamment dans le cadre de maintien de l'ordre pendant leurs réunions et manifestations. Ce rappel historique vise à vous dire qu'il est important chaque fois qu'il y a un conflit que les forces en présence puissent se retrouver et que chacune puisse faire des concessions. Quand je ramène ça à la crise anglophone, cela signifie que dans les préalables au dialogue, il faudrait que le gouvernement d'une part et les forces séparatistes de l'autre sachent que chacune doit faire des concessions pour qu'ensemble on puisse trouver un moyen terme. Peut-être qu'on peut retrouver l'expression de package deal qui avait été utilisée en 91 et je vous assure, c'est grâce à la rencontre tripartite qu'il y a eu un comité technique qui devait réfléchir sur la Constitution, qui a abouti à l'adoption d'une nouvelle Constitution au Parlement en décembre 1995 et sa promulgation en janvier 1996. Est-ce que vous pensez que ce scénario de la conférence tripartite dans les années 90 peut à nouveau se dessiner à cause de cette crise anglophone? Nous pensons que oui. Sauf d'autant que la rencontre tripartite qui a eu lieu en 1991 avait prévu dans ses résolutions qu'il y ait une rencontre tripartite 2 pour évaluer le travail qui a été fait. La rencontre tripartite 2 n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas du fait de l'opposition de l'époque, c'était du fait du gouvernement qui n'a pas été sincère, qui n'a pas tenu la rencontre pour évaluer. La situation a même été plus grave. Les points consensuels concernant la Constitution ont été violés par le gouvernement. Par exemple, la limitation des mandats
qui était prévu dans la Constitution de 96, ça a été supprimé, ça a été déverrouillé en 2008. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été déverrouillés dans la Constitution. Ils faisaient partie d'objets de consensus. Et aujourd'hui, Edmond, quels sont les garde-fous qu'il faut mettre afin de garantir la bonne foi du gouvernement qui se dit disponible, disposé à dialoguer de tout, sur tous les sujets, sauf la sécession? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise de confiance grave entre les gouvernants et les gouvernés. Mais davantage entre le gouvernement et ceux qui animent ou font en sorte que la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest continue à prospérer. Il y a une crise de confiance grave qui fait en sorte que on a de la peine aujourd'hui à trouver des interlocuteurs sûrs et valables qu'on peut mettre sur auquel on peut faire appel pour débattre de façon sincère. Mais en réalité, tout dépend du gouvernement. Parce que si le gouvernement est de bonne foi, il est capable de déterminer déjà à l'intérieur du pays ceux avec lesquels il peut discuter. Et je prends un exemple. Quand le gouvernement ou le RDPC souvent dit avec qui on va discuter, mais c'est une fausse question. Nous avons au Cameroun, à Yaoundé, des leaders politiques sécessionnistes. Ayoub Tabé et ses camarades. Ce sont des interlocuteurs dans une discussion. Ça, c'est deux. De deux, il y a une deuxième catégorie d'interlocuteurs dans la crise anglophone. Il y a ceux du consortium. Je pense à ceux qui ont bénéficié d'un arrêt de poursuite fin août 2017. D'un arrêt de poursuite par le chef de l'État. Et ça, il faut le rappeler, parce que le chef de l'État a procédé à un arrêt de poursuite fin août 2017. Il y avait Paul Aya Abiné, Agbo Bala, Neba Fontaine et quelques autres personnes. Ils étaient une cinquantaine qui avaient pu être libérés. Et dans le même processus, je rappelle que le 13 décembre 2018, le chef de l'État a fait bénéficier encore à 289 personnes qui avaient été interpellées, arrêtées, jugées en détention dans le cadre de la crise anglophone. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Ils n'ont rien à voir avec la crise anglophone parce qu'ils étaient tout simplement en route, ils marchaient, on les a arrêtés. Pourquoi est-ce que le chef de l'État ne peut pas procéder à la libération de ces milliers de personnes? Ça c'est un troisième point. Et je termine en disant tout simplement que, en plus de nos frères et sœurs anglophones qui ont été arrêtés depuis 3 ans, et dont certains ne sont même pas jugés, ou alors dont certains ont été jugés et condamnés, et qui méritent d'être libérés. On peut ajouter les Maurice Kamto, ses alliés et les 200 militants qui ont été interpellés depuis le 26 janvier 2019. Voyez-vous, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Et nous sommes à une semaine de la fête nationale de l'unité. Et le président de la République multiplie les tweets chaque jour. Il ne se passe pas un jour sans que Paul Biya ne partage une réflexion et ne sensibilise les Camerounais sur des sujets d'actualité. Et ce dimanche, le président de la République a tweeté autour de 10 heures et il invite les Camerounais à forger un pays qui prenne en compte de façon positive toutes les diversités et spécificités. Selon le chef de l'État, c'est à ce prix que prendra forme une identité camerounaise, authentique et originale. Ce sont les propos du chef de l'État, Jean-Robert Wafo. La démarche du président de la République, chaque jour, un tweet sur ses comptes officiels, évoquant des thèmes importants pour le Cameroun, le patriotisme, l'appel au pardon mutuel, le dialogue et la préservation du vivre ensemble. Comment appréciez-vous ces multiples sorties du chef de l'État? Non, mais une chose est de faire des tweets et une autre est de les appliquer. Bon, voilà. Jusqu'à présent, on a comme impression qu'il s'agit que le président de la République reste fidèle à son double langage permanent en attendant qu'il fasse appliquer sur le terrain les tweets qu'il décline quotidiennement aux populations. Parce que voyez-vous, quand on parle de l'identité camerounaise, bon, ça pose un grave problème. C'est un problème sérieux, moi je veux dire, parce que je suis pour la protection, par exemple, des minorités, mais je ne suis pas pour l'inscription des thèmes comme allogènes autochtones dans la Constitution. Il faudrait qu'il le mette dans la pratique, qu'il essaie. Et c'est pour ça que je dis, ce dialogue qui est annoncé, il faut que
on n'est pas encore dans le contenu, mais il faudrait que dans le contenu, dans la déclinaison du contenu, qu'on prenne du temps pour examiner tous les problèmes liés à la gouvernance politique, économique, culturelle et sociale. Parce que c'est extrêmement important. Parce que Edmond disait qu'il faut retourner à l'histoire. Oui, il faut retourner à l'histoire pour savoir d'où on vient. Parce que vous ne pouvez pas savoir où vous allez sans savoir d'où vous venez. Mais il se trouve effectivement que quand on venait à la tripartite, il y avait globalement 2 camps. Il y avait un camp qui voulait le retour au fédéralisme et qui avait dit que en 72 que la constitution de l'État, que la constitution fédérale avait été violée, notamment dans son article 48, qui disposait clairement que toute modification de la constitution qui porte atteinte à la forme de l'État est nulle et de nul effet. C'était l'article 48 de la constitution fédérale. 47. C'est 47, oui. 47, 48. Donc, on a violé en 72. Ils sont venus avec cela. Ils ont dit, OK, qu'on retourne. Même aujourd'hui, le Sénat américain demande qu'on retourne à la Constitution fédérale de 61. Mais bon, voilà, ils sont venus avec ça à la tripartite. Les gens sont venus à la tripartite. On a dit, OK, au lieu de l'État unitaire, fortement centralisé, ou alors du fédéralisme, on prend le juste milieu, c'est la décentralisation. Mais sauf que 23 ans après, la décentralisation est toujours mornée. Mais il faut le dire aux Camerounais. Quand on prend le volume transféré de l'État central vers les collectivités territoriales décentralisées, c'est à peine 3% du volume global. Alors, mais qu'est-ce que vous dites aux gens? Mais vous allez me dire donc, alors qu'un pays comme le Ghana est à 48%, l'Afrique du Sud est presque à 50% du volume des ressources transférées par l'État central aux collectivités territoriales décentralisées. Nous, au Cameroun, on n'est même pas à 3%. Mais il faut passer à autre chose. Et quand un concept a échoué, il n'y a pas de honte à passer à autre chose. Et même si on passe à cette chose-là, à cette autre chose-là, il y a aussi la qualité des hommes qui vont animer ces institutions. Ceux qui sont là aujourd'hui, notamment, et je parle notamment des hauts fonctionnaires, qui sont des personnes véreuses. Parce que même les petits décrets qui existent encore, ils refusent de les appliquer. Bon, ça ne me surprend pas parce que dernièrement, il y a eu la polémique sur la délégation de signature. La délégation permanente de signature. Peut-être que aussi les ministres de la République ont fait des délégations permanentes de signature à ces hauts fonctionnaires. Parce qu'on ne peut pas imaginer, M. Cédric Noufélé, que les textes existent. Les décrets, on n'est même plus aux lois, on est aux décrets existent, mais les hauts fonctionnaires véreux refusent de l'appliquer. Oui, M. Bimaï, prenons le cas des centimes additionnels communaux, qui constitue une grosse masse budgétaire au niveau des communes. Il y a un décret dans ce pays depuis 2011 qui dit que sur la quote-part allouée aux communautés urbaines, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. La communauté urbaine a 35 milliards de francs CFA de CAC par an. Elle doit reverser 40%, donc 14 milliards à toutes les 6 communes. Donc chaque commune doit avoir 2 milliards 300 millions. Il n'y a aucune commune à Douala qui a plus de 500 millions par an de centimes additionnels communaux. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, M. Bimaï? Le Premier ministre, lui encore, il signe un décret en 2015, octobre 2015, précisant les modalités de transfert de certaines compétences aux communes en matière de commerce. Il précise que la commune gère les marchés installés sur son territoire. Jusqu'aujourd'hui, c'est la communauté urbaine qui gère. Vous trouvez ça normal? Tout le monde se tait, tout le monde regarde. Le Premier ministre regarde. Le ministre de la décentralisation, comme vous l'avez dit, regarde. Le ministre Motazé essaie donc de bouger parce qu'il a créé un compte spécial au niveau de la BEAC. Mais les mafias ne cachent pas pour dire. Et ça, je le dis ici. J'espère que le ministre Motazé, j'espère qu'il suit ce que je dis. Les mafias passent le temps à dire qu'il est déjà dans la NAS, qu'il a été corrompu par rapport aux centimes additionnels communaux pour faire comme ses prédécesseurs. Vous faites et j'espère que ce ne sera pas le cas. Vous faites le diagnostic de la décentralisation. C'est échoué, monsieur Noufélé. Après votre constat, il faut passer à autre chose. Après votre constat, Jean-Robert Wafo, c'est le fédéralisme. permettez à Jacques Bimaï de réagir. Alors, il y a un constat qui vient d'être fait ici concernant la mise en œuvre de la décentralisation. Un élu comme Robert Wafo évoque les limites de la stratégie gouvernementale en matière de développement local, de promotion de la décentralisation au Cameroun, et le SDF qui se dit favorable à un système fédéral. Alors vous, Jacques Bimaï, au sein du RDPC, où on défend l'État unitaire décentralisé, quel est votre point de vue sur la forme de l'État qui peut être débattu durant ce dialogue à venir? Cédric, je suis aussi spécialiste, donc expert en matière de décentralisation, donc aménagement du territoire. Et j'ai passé un grand nombre d'années dans un pays comme l'Allemagne fédérale, qui est parfaitement organisé. Moi, ce que je voudrais dire, je dis tout à l'heure, vous savez, quand on crée
l'État-nation. On a une nation avec l'État. Moi, c'est ça qui fait déjà l'unité. Les politiques ont une responsabilité. Quand on dit on fait de la politique dans un pays, c'est d'assurer, de garantir la cohésion sociale qui passe par une bonne redistribution du patrimoine national, qui passe par la création d'un environnement partout sur le territoire pour que chaque Camerounais puisse s'épanouir. Avoir aussi, par exemple, que le choix des représentants des populations puisse se faire dans un cadre serein, parce que si on conteste tout le temps les élections, ça je le dis, vous bloquez les investissements, vous créez des problèmes. Il a dit quelque chose. Moi je dis ce pays est indépendant depuis 60, hein, et puis avec nos frères anglophones, nous sommes depuis 61. En ce moment-là, on n'avait pas de Camerounais comme aujourd'hui. Hein, et ce qui s'est passé pendant cette période, il y a eu la volonté peut-être d'Aïdio, il y a eu Fumban et tout, mais pendant ce temps, il était aussi accompagné avec des conseillers qui n'avaient pas toujours qui ne voyaient pas toujours les intérêts de notre pays. Je suis de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, les Camerounais le Cameroun a formé des enfants, des filles et des fils qui peuvent s'asseoir et définir clairement comment organiser un État. On ne peut pas continuer avec un État qui est jugé parti. Et ça, je l'ai toujours dit. Vous voyez, aujourd'hui, la corruption a atteint un niveau. Il y a eu les années 2006, de 86 en 2006, environ 20 ans de crise économique. On a diminué de 2/3 le salaire des fonctionnaires. Ça a créé une situation aujourd'hui où la corruption, le chef de l'État se bat comme un diable, ça ne donne pas. On ne peut pas continuer avec une gouvernance par embuscade. Il faut un État qui protège. Il faut des garde-fous pour qu'on soit sûr que le patrimoine de l'État, les projets sont bien réalisés. C'est pour ça que je le dis ici, que moi je ne dis que ce que je vis ailleurs, parce qu'on n'invente pas la roue. En Allemagne fédéral, l'État fédéral n'exécute pas les projets. Tout se passe au niveau des régions. Je souhaite que, moi, ce que je souhaite, au lieu de rester toujours à se donner des coups de poing, il est temps qu'on puisse s'asseoir, que nous comprenions que, parce que, voilà même notre problème. Il y a un autre problème, moi, qui me gêne. Vous voyez toute cette élite camerounaise qui est aujourd'hui en prison parce qu'elle a détourné. Oui, parce qu'on est humain. Quand il n'y a pas de garde-fous, on détourne. Excusez-moi, partout dans tout le monde entier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons penser à une société qui protège tous les Camerounais, même ceux qui sont là en prison aujourd'hui. On ne peut pas continuer avec des Camerounais qui vont aller tout le temps en prison. Il faut aujourd'hui comprendre que dans un pays où les politiques ne garantissent pas la cohésion sociale à travers une politique de justice sociale et tout, nous allons vivre ce que nous vivons dans la zone anglophone. Je dis aujourd'hui, l'État ne pouvait pas, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de crises économiques, des crises politiques et tout, qui ont embêté le chef de l'État. On a une chance aujourd'hui. Ça, c'est ma position vraiment pour dire dans ce débat, au lieu d'aller de gauche à droite. Le chef de l'État, aujourd'hui, qui a été un homme fort, devra nous laisser un Cameroun avec des institutions fortes. Et il faut que nous acceptions ces mains tendues du chef de l'État. Je dis les Camerounais de la diaspora, nos frères de l'Ambazonie, nous qui sommes ici au pays, mettons-nous ensemble. Surtout, nous avons une lourde responsabilité, nous les politiques, je dis bien, les partis politiques. Sur le système de gouvernance publique, oui. Est-ce qu'il faut revoir la forme de l'État au Cameroun? Est-ce qu'il faut quitter le système unitaire décentralisé pour migrer vers un autre système de gouvernance? Écoutez, je suis au niveau de mon parti. Je dis, normalement, voilà comment ça se passe. Imaginez que, par exemple, que Marine Le Pen engage un bras de fer en France maintenant qu'il faut changer la Constitution parce qu'elle ne veut pas de l'Europe. La France, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, je dis mon parti, nous sommes pour l'État unitaire décentralisé. Est-ce que ça marche? Mais, je dis bien, aujourd'hui, on peut aussi discuter en tenant compte de notre histoire et puis de beaucoup de choses. J'entends aussi ceux qui pensent que la fédération, c'est un danger, c'est faux, ça n'a rien à y voir avec l'unité nationale. Je suis un homme qui vient de l'Allemagne, l'Allemagne fédérale, c'est un État uni. La forme... ce que je suis... Attends, c'est une forme, attendez. La fédération, c'est une forme d'organisation. Tout à fait. Une forme de l'État. Mais ce que nous proposons aussi aujourd'hui, avec les régions, avec une autonomie, que moi je suis partisan, qui est beaucoup plus, une forte autonomie, et qu'on donne beaucoup plus de pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées. Que par exemple, que les projets soient réalisés au niveau des communes et au niveau des régions.
même à 60%. J'ai dit que quand l'État est juge parti, ou le ministre qui dit qu'il faut faire, lui, c'est on va construire une route là-bas, c'est tout à fait normal. Et celui qui va en même temps aussi lancer l'appel d'offres avec ses fonctionnaires et tout, ça ne peut pas marcher. Les barrages, ça, je reconnais. Mais je dis, tout n'est pas parfait. Peut-être aussi, c'est ce qu'on a fait, parce qu'à un moment, n'oubliez pas, on n'avait pas assez de cadres. Aujourd'hui, le Cameroun a formé beaucoup d'enfants. On peut revoir notre façon de nous organiser pour gérer notre pays, pour que l'État puisse être beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que je dis, la chance est là, la main tendue du chef de l'État. Pardon, saisissons cette main. Au lieu maintenant encore de se tirer dessus, de dire non, il est illégitime, il n'est pas ceci. Respectons, c'est passé, l'élection d'octobre ne va plus revenir. Le président Paul Biya a été réélu pour 7 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous donne une chance, discutons ensemble pour, je suis tout à fait d'accord, Et le président pour améliorer la gouvernance de notre pays, pour que ce qui se passe aujourd'hui dans les zones anglophones il faut ne pas se passe améliorer, ça n'a jamais pris corps cette gouvernance. Il faut pas améliorer, il faut la changer. Parce que pour apporter de l'eau à votre moulin, je vais vous dire, monsieur Bimaï, vous avez fait l'Allemagne. Vous avez parlé des projets qui ne sont pas réalisés. Mais écoutez, même dans la décentralisation, il y avait déjà cela. Mais sauf que ce n'est pas appliqué à cause des hauts fonctionnaires. Donc une institution vaut ce que vaut celui qui la pilote. Et il est constant que ce n'est pas vous qui dirigez, c'est les hauts fonctionnaires qui dirigent le Cameroun. Et les politiques sont là. Et ceux qui sont à la tête de certains ministères stratégiques, en fait, vous verrez, ils ont été des hauts fonctionnaires. Ils ont été des fonctionnaires. C'est de ça qu'il est question. Donc tout ce que vous implémentez, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer au fédéralisme. Parce que le fédéralisme, c'est quoi? C'est un système d'organisation où l'État est organisé en fédération et partage avec les États fédérés. Allons-y au dialogue. On va en discuter au dialogue. Oui. Dans le fédéralisme, l'État central ne s'occupe que des domaines de souveraineté. Que sont quoi? La diplomatie, la sécurité intérieure, la sécurité aux frontières, la justice constitutionnelle, les normes. C'est de ça que... Et tout le reste, l'éducation, la santé, l'habitat, tous... Allons-y au dialogue, on discutera de tout ça là-bas. Jean-Robert, fonctionner avec votre fédération, avec votre décentralisation... Jean-Robert et Jacques Bimaï. Vous avez échoué... Jean-Robert et Jacques Bimaï, le chef de l'État, pour aller vers ce destin national dont vous parlez, pour le réaliser, le chef de l'État invite les Camerounais à avoir le courage de taire leur passion pour privilégier l'essentiel. Et à se faire confiance. Selon lui, avancer ensemble, main dans la main, vers la réalisation d'un destin national. Olivier Ekokal, le président de la République, invite à taire ses passions et se concentrer sur l'essentiel. Ce sont de bons messages. La réalisation d'un destin national. Ce sont de bons messages. Comment vous appréciez ces propos du chef de l'État qui cherche à galvaniser les Camerounais? Oui, comme dit M. Jacques Bimaï, c'est des messages profonds, mais il faut qu'ils soient sincères. C'est là tout le problème. Parce que, oui, effectivement, il faut qu'ils soient sincères. Parce qu'on a l'impression que... Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Le problème véritable... Je vous en prie, M. Olivier Ekokal, la parole. Le problème, c'est parce que c'est maintenant que ça se passe. Et pourquoi? On a l'impression de courir. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, pour revenir sur cette crise anglophone, les revendications qui sont faites aujourd'hui, ce n'est plus par les pères fondateurs. C'est leurs enfants aujourd'hui et leurs petits-enfants. Donc les choses ont changé. Et quand on parle de sincérité, c'est parce que plusieurs fois on a été berné. Plusieurs fois. C'est pour ça qu'on insiste. Voilà. Et sur ce problème toujours anglophone, je veux parler de quelque chose de très important. Prenez un billet là tout de suite dans votre poche, un billet de 10 000 francs ou n'importe quoi. Vous allez voir, c'est en français, c'est tout. Nulle part on a écrit en anglais. Voilà un problème crucial. Mais on n'en parle même pas. Il y a tellement de problèmes. Il faut donc qu'on s'asseye autour d'une table et que les intervenants soient des personnes à qui on pourra faire confiance. Comment on appelle la Sonara en anglais, c'est quoi? Voilà. Donc je dis, avec un billet de 10 000 francs, de 1000 francs, vous ne verrez pas écrit quelque part en anglais. Et on parle de l'unité nationale. Bientôt, nous allons célébrer. J'ai dit, on parle de l'unité nationale alors que les billets de banque sont écrits en français. La Sonara, même chose. Vous comprenez? En français. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de roublardise dans... Mais cette entreprise a institué le bilinguisme au sein de sa structure. Comment on appelle, comment on appelle Sonara en anglais? À tout le monde de pouvoir être intégré. On ne va suis d'accord. pas stigmatiser une entreprise particulière.
Ce n'est que tout dernièrement, mais avant... Il y a eu des réformes qui ont été faites je suis d'accord avec, répondre à ces je suis d'accord avec ce management par rapport au bilinguisme. Je vous en prie, messieurs, restons sur les questions de fond. J'espère que ce n'est pas du baratin. Restons sur les questions de fond. Ce n'est pas du baratin que débattons, ne combattons pas, monsieur le ministre. On espère vraiment que des solutions seront trouvées autour d'une table. Et le moment venu. Le chef de l'État qui invite les Camerounais à avoir le courage de taire leur passion pour privilégier l'essentiel, avancer ensemble, main dans la main, vers la réalisation d'un destin national. Edmond Kandia, la nouvelle expression, a analysé ces multiples messages du président de la République sur ses comptes officiels Facebook et Twitter et les a confrontés à la réalité des faits, à la réalité du quotidien des Camerounais. Qu'est-ce qui ressort de cette analyse ? Oui, avancer ensemble, main dans la main, parce qu'on est appelé à un destin, un grand destin. Oui, je suis d'accord, c'est des messages porteurs. Mais sauf que ces messages-là ne sont pas liés à la réalité. Il n'y a pas d'acte concret qui accompagne le message. Il y a un hiatus, il y a un fossé. Il est important que lorsqu'il parle, qu'il puisse donner par exemple un exemple d'acte que lui, il a posé, ou alors son gouvernement, pendant les 3 décennies qu'il a été au pouvoir, qui nous amène à comprendre que voilà un modèle. Et sur ce point précis, je peux prendre un exemple pour dire qu'on ne peut pas avancer ensemble dans l'injustice. Parce que dans ce pays, il y a trop d'injustice. Je pense à l'ouvrage célèbre, l'excellent ouvrage de maître du bâtonnier Tchungan, de l'impossible justice au Cameroun. Pourquoi je le dis? C'est parce que nos prisons sont pleines de personnes victimes d'injustice. Et une injustice qui a des conséquences sur l'économie du pays. Et l'exemple que je prends, comme ça, à tout hasard, parce qu'il y en a plein, c'est celui de l'ancien directeur général du chantier naval et industriel, Zacharias Fondjinda, qui a été condamné il y a 11 ans. D'abord par le tribunal de grande instance du Vouri, à 12 ans de prison, dans 2 affaires, parce qu'il y a eu plusieurs dossiers, mais qui sont résumés finalement à 2 affaires. Parce qu'il y a des réseaux mafieux qui ont organisé son arrestation et sa condamnation. Ça, il faut le dire, parce que nous avons des éléments pour le prouver. Voilà quelqu'un qui a mis le chantier naval et industriel à un niveau tel que très peu de chantiers navals en Afrique avec ce niveau, dans la sous-région d'ailleurs. Je veux vous dire, il est dans 2 dossiers où l'une est pendante à la Cour suprême, je ne veux pas le commenter depuis 2012. Dans un dossier, il a été condamné à 12 ans, je disais tout à l'heure, tribunal de grande instance de Vouri, mais au niveau de la Cour suprême, dans cette première affaire, on a ramené la peine à 10 ans. Dans une deuxième affaire, il a été condamné à vie, toujours par le tribunal de grande instance de Vouri. Et l'affaire est pendante à la Cour suprême. C'est un rouleau compresseur. L'exemple que je prends, c'est pourquoi. Maintenant, je le dis par rapport aux conséquences sur l'économie du pays. Voilà quelqu'un qui a, entre 2007 à ce jour, en 2007, parce qu'on l'a arrêté le 7 mai 2008, quelques heures après, il se retrouvait à Neubel. En 2007, le chiffre d'affaires est de 40 milliards. À ce jour, c'est moins de 6 milliards le chiffre d'affaires du chantier naval qui est en faillite. Il est véritablement en faillite. Et après lui, il y a eu 5 directeurs généraux, 3 Camerounais, 2 Sud-Coréens. Personne n'a pu atteindre sa performance. Et dans cette affaire, ce qui me révolte le plus, personnellement, c'est que c'est l'un des rares dossiers que je suis dans les affaires d'assainissement des finances publiques, où le contrôle supérieur de l'État a une position inhabituelle et ferme, de bout en bout, avec les preuves à l'appui. Parce qu'il y a une mission des inspecteurs d'État qui sont allés faire dans une mission de vérification pour voir s'il y a eu détournement des deniers publics, puisqu'il a été accusé qu'on a eu pour détournement des deniers publics. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu détournement des deniers publics, qu'il n'y a même pas eu paiement sans justificatif. Et ils ont été témoins à des charges, c'est-à-dire ils étaient au procès, ils ont maintenu leur position de bout en bout. Malgré cela, il a été condamné. Mais vous savez pourquoi c'était dans ce contexte, aujourd'hui, alors, messieurs, aujourd'hui, le chantier naval est tombé. Au moment où le Cameroun va célébrer la fête nationale de l'unité, oui, qu'attendez-vous du président de la République qui multiplie les tweets sur ses comptes officiels? Oui, monsieur Noufélé, l'exemple que je prends est tellement intéressant que le chef de l'État a personnellement cité, monsieur Fondjinda, à plusieurs reprises et dans de multiples occasions pour dire voilà un modèle. Faites comme lui. Il a dit au ministre et au directeur général, faites comme monsieur Fondjinda. Monsieur Edmond Kandia, allez jusqu'au bout. On l'a soupçonné d'être nommé Premier ministre.
On a soupçonné qu'on devait même nommer Premier ministre et le rouleau. Et voilà où il se trouve. Et le rouleau qu'on peut faire là. Voilà où il se trouve qui appartient à son pays. Et pour l'ensemble des Camerounais, C'est pour vous dire que le chef de l'État, c'est parce qu'il connaît personnellement ce dossier, Il est victime de son bon travail. il est victime du travail qu'il a fait. au-delà de Fondindam, sur les problèmes que les Camerounais... Il n'est pas le seul. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on pourrait citer. Au-delà de cela, M. Noufélé, il faudrait que, comme nous sommes dans la semaine qui va aboutir à la fête de l'unité nationale, il faudrait que les cas d'injustice comme ceux-là, que le chef d'État s'y penche pour dire véritablement, ce monsieur n'avait pas le droit de se retrouver en prison. J'ai dit, des raisons mafieuses sont derrière. Il faudrait également que dans le cas de la détente du climat politique, que soient libérés tous les prisonniers politiques, le leader du MRC, ses alliés et tous les 200 militants. Vous savez, quand vous surfez sur la toile, on est un des rares pays, le Cameroun est l'un des rares pays dans le monde, où on a autant de prisonniers politiques enfermés en un temps record, pendant plus de 3 mois. On aborde le 4e mois. Il faut que le chef d'État fasse quelque chose pour que le pardon dont il parle soit concret. Alors, après vous, Jean-Robert Wafo, au moment où le Cameroun doit célébrer la fête nationale de l'unité, le président de la République estime que pour forger le Cameroun, il faut prendre en compte toute sa diversité, sa spécificité, et c'est à ce prix qu'il faut construire une identité camerounaise. Il appelle les Camerounais à oublier leurs ressentis, leur dissension, à rester attachés à l'idéal d'unité, regarder l'avenir avec confiance. Lorsqu'il a tracé ainsi le cap, quels sont les actes concrets à poser pour davantage envoyer des signaux de construction d'une véritable confiance entre les Camerounais gouvernés et les dirigeants? D'abord, comme il a dit, il faut libérer tous les prisonniers qui sont incarcérés, notamment les prisonniers politiques, ils sont nombreux. Il faut également que le président de la République lui-même gouverne véritablement. C'est-à-dire qu'il peut faire précéder ce 20 mai par un conseil de ministres, parce que ça fait longtemps qu'il n'a plus président un conseil de ministres, pour que tous les dossiers dont M. Kamougia faisait état tout à l'heure puissent être examinés, qu'une décision soit prise, pour qu'il n'y ait pas de réseaux mafieux qui dissimulent un certain nombre de dossiers. De 3, il faudrait que le président de la République, c'est simple, pour une fois, à la faveur de ce 20 mai, pourquoi pas avant ou alors après, reçoivent les partis politiques, les partis politiques de l'opposition. Bien évidemment, ceux qui sont en plein, il faut déjà les libérer. Qu'ils les reçoivent dans une démarche d'apaisement. Qu'on puisse les voir aller, qu'ils les invitent, qu'ils aillent à la présidence de la République, qu'ils discutent, qu'ils parlent, en prélude, n'est-ce pas, au dialogue national qui est annoncé par le Premier ministre. Il y a des gestes simples. Et puis ensuite, que ces histoires de clans, de mafia, qu'ils frappent du poing sur la table. Parce qu'on a comme impression aujourd'hui qu'il y a 2 Cameroun. Il y a un Cameroun de prédateurs. Ils sont là. Ils sont connus. La presse les dénonce. Mais ils jouissent de plus en plus d'une puissance. Et certaines que leur confèrent le décret, d'ailleurs même les promotions. Et puis un autre Cameroun, de laisser pour compte, qui a un SMIC de 36 200, qui a un taux de sous-emploi de 75%, un taux de pauvreté de 40%. Il faut évidemment que le président de la République, jeudi, comme M. Ikoka a dit, il a eu la chance d'avoir un peuple pacifique. Le peuple camerounais, c'est un peuple pacifique, mais alors, ô combien éveillé. Parce que continuer à agir comme on agit depuis 37 ans, c'est jouer avec les allumettes sur un baril de poudre qui peut exploser à tout moment et produire des déflagrations sociales de très forte amplitude dont nul n'a absolument besoin en cette période sensible de la vie de notre nation. Après vous, Jean-Robert Wafo, Olivier Ikoka, vous qui êtes au sein du mouvement Agir et soutien du MRC, qu'attendez-vous après cette tweet du chef de l'État invitant les Camerounais à regarder vers la même direction, oublier le passé, se concentrer sur la construction d'un destin national, d'une véritable nation démocratique? Tout d'abord, je pense qu'il faut, comme le disaient tout à l'heure mes copanélistes, libérer les prisonniers politiques. Ceux de la crise anglophone, les prisonniers du 28 mars,
du 28 janvier. 26 janvier. Oui, du 28 janvier, parce qu'ils ont été arrêtés le 28 janvier, simplement pour avoir marché, parmi lesquels le président élu Maurice Kamto, Christian Penda Ikoka et tous les autres. Il faut, n'est-ce pas, très très rapidement, trouver une date, ou alors des dates, à ce grand dialogue tant attendu. Parce qu'il ne faudrait pas rester dans cette situation permanente qu'on connaît chez nous. À chaque fois, on met une commission en place. Le Premier ministre est sur le terrain. On espère que très rapidement, là, ces jours-ci, on aura le jour du démarrage de ce dialogue-là. Donc, voilà des conditions préalables pour qu'on puisse maintenant se dire, oui, il est peut-être sincère. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui va nous prouver qu'il est sincère? Si on a, dans les jours qui arrivent, la libération de Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto, de Penda Ikoka et les autres, qu'on a tout de suite la date prévue pour ce grand dialogue, ce grand débat, parce que il y a beaucoup de colère. Ces colères et ces frustrations, il faudrait les transformer. Sinon, il y aura implosion, comme il a dit tout à l'heure. Donc, je pense que ces conditions sont très claires. À partir du moment où le président Biya va pouvoir donner une date très rapidement pour qu'on puisse s'asseoir finalement et qu'il libère les prisonniers politiques, ce sera le début de la sincérité de son côté. Après vous, Olivier Koka, maintenant j'aimerais avec vous, Jacques Bimaille, sur les propositions au moment où le Cameroun s'engage à célébrer la fête nationale de l'unité dans un contexte marqué par une crise anglophone qui s'enlise, des défis sécuritaires qui se multiplient, une crise économique qui est loin de s'achever et des conditions de vie sociale qui sont particulièrement difficiles pour les Camerounais au-delà des tweets. Que faut-il attendre du président de la République durant cette semaine? Jacques Bimaille. Non, je crois que le chef de l'État, il sait bien que les Camerounais, surtout de la partie anglophone, souffrent en ce moment énormément. Et je crois qu'en tant que politique, il nous a tendu la main et il faut préparer ce dialogue. Et je pense qu'il faut qu'ils prennent aussi dans des mesures fortes, telles qu'on a dit, pour apaiser. Et je crois que ce que je peux dire, il n'y a pas que lui, parce que le président de la République ne peut pas construire le Cameroun tout seul. Je dirais aussi à mes amis de l'opposition, accepter la main tendue. C'est vrai, il y a de la méfiance, mais si les Camerounais ne peuvent pas se faire confiance, comment allons-nous construire ce pays? Ce pays doit être conçu par les Camerounais. Il est dans des problèmes à cause de certains Camerounais, mais il faut que nous puissions le reconstruire. Et c'est pour cela que je pense que tous ensemble, nous devons nous approprier maintenant ce message du chef de l'État pour un dialogue sans tabou, à part ceux qui veulent la sécession. Là, nous tous nous sommes unanimes là-dessus, qu'aucun millimètre carré de ce pays ne devait partir. Sinon, je pense que donnons-nous la main. Je dis tout ce que le RDPC fait n'est pas parfait, même le chef de l'État. Mais quand un chef de l'État envoie de tels messages, ce sont des messages forts, c'est pour l'avenir. Et cet avenir, c'est peut-être pas avec lui, parce que le chef de l'État, il a beaucoup derrière lui. Aujourd'hui, nous pensons aux générations à venir. C'est pour ça que je dis que pour l'avenir de ce pays, donnons-nous la main et nous allons le construire ensemble. Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Robert Wafo. Merci que le président de la République démissionne du RDPC, fasse un discours avant le 20 mai. Jean-Robert Wafo, l'émission est achevée. Merci à vous, Olivier Ekoka. Merci également à Edmond Kambia d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Jacques Bimaille, d'être venu ce dimanche discuter avec nous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Dimanche. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. L'engagement, tous mes frères en Europe.
construit la maison familiale. La pierre qu'on